RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour un peu plus de 50 minutes en ce vendredi 17 janvier 2025 pour évoquer avec nos invités 3 sujets retenus parmi beaucoup d'autres, à savoir François Bayrou peut-il réussir? Notre système de santé est-il suffisamment résistant face à l'offensive massive de la grippe? Et faut-il quitter Twitter? On terminera par la traditionnelle note de lecture des invités. Je précise que l'émission était enregistrée jeudi en fin d'après-midi, alors que se déroule à l'Assemblée nationale le débat sur la motion de censure. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. En ce début d'année 2025, nous avons choisi d'élargir le cercle en invitant 4 et non plus 3 citoyens et citoyennes éclairés, prêts à débattre, à échanger en toute courtoisie et en toute liberté. J'ai nommé Arnaud Gérard, cadre financier, blogueur, habitué de l'émission désormais. Il est aussi président d'une association du patrimoine et observateur plus qu'attentif de la vie politique. Stéphane Massé, avocat, ancien bâtonnier qui cultive sa liberté d'expression. Et un petit nouveau, si j'ose dire, Dominique Pocro, cadre territorial à la retraite, qui a longtemps côtoyé et continue encore le monde politique de par son engagement personnel et de ses fonctions, et qui est donc un des fins connaisseurs du monde politique meurthe-et-mosellan. Je terminerai les présentations par Laurence Corroy, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, qui, avec son regard surplombant, nous apportera son décryptage et son expertise sur le discours des acteurs publics. Bonne année à tous les 4 et à nos auditeurs et auditrices. Avant d'aborder le premier thème du jour, une question d'actualité qui est tombée, qui est confirmée aujourd'hui et qui était confirmée hier juste avant l'enregistrement de l'émission, c'est l'espoir qui renaît avec un accord entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide du Qatar. Faut-il y croire, Laurence Corroy? Je pense qu'il faut y croire parce que toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre en ce début 2025, en particulier quand il s'agit de territoires qui sont si meurtris comme les Gaza et un conflit qui s'éternise et qui fait de plus en plus de victimes. Donc un espoir relatif, un espoir modeste, parce qu'on sait que cette paix sera fragile. Et d'ailleurs, on ne parle pas tout à fait encore de paix, mais enfin au moins une trêve. Dominique Pocro? Ah oui, on peut y croire. C'est une trêve, effectivement, pas un accord de paix. On peut aussi regarder ce qui s'est passé en sous-main, peut-être vis-à-vis de l'élection de Trump, par exemple. Aurait-il voulu faire un petit coup d'éclat avant de prendre la présidence ? Trump qui rêve de prix Nobel, Stéphane Massé. Il l'aura peut-être. Bon, c'est un espoir, effectivement, que de temps perdu. Et effectivement, c'est une trêve et pas une paix durable, malheureusement. Après, ce qu'on peut regretter, c'est effectivement de voir qu'actuellement, à peine cet accord formalisé, on est en train de se batailler pour savoir qui en a l'origine. On a vu les déclarations de Donald Trump et de Joe Biden aujourd'hui en disant « non, c'est pas lui, c'est moi ». Et combien d'otages sont-ils encore en vie ? Arnaud Gérard, votre sentiment? Oui, aussi, c'est unanime d'espérer quelque chose de plus calme pour ce territoire et cette région qui souffre depuis longtemps. Après, effectivement, on sait bien que les tensions sont toujours sous-jacentes et tout peut à tout moment recommencer, même si il faut espérer, voilà, pour le moment. Espérons. Et c'est donc parti sur le premier thème que je vous ai proposé pour cette émission, sur l'actualité politique intérieure, nationale. Le Premier ministre François Bayrou peut-il réussir? J'aimerais bien connaître votre regard, votre sentiment au lendemain du discours de politique générale et du débat. Il y a la motion de censure déposée par la France Insoumise et qui devrait être votée par la France Insoumise, une partie des communistes et une partie des écologistes. Le Rassemblement national se tient quoi sur ce sujet? Se tient en réserve. Le Parti socialiste a annoncé jeudi en début d'après-midi qu'il ne voterait pas la motion de censure de ce jour.
tout en se réservant éventuellement de censurer le gouvernement du vote du budget qui est prévu début mars. Est-ce qu'on sort enfin de l'ornière politique, Arnaud Gérard ? Alors c'est sûr que cette décision des députés socialistes et d'autres députés de gauche est importante, puisque elle permet de modifier la cartographie du Parlement, peut-être un petit espoir pour la durée du gouvernement Bayrou. Après, le point essentiel, c'est sur les débats économiques et sociaux. Quel sera l'accord possible entre des partenaires qui sont clairement divisés, mais divisés, je dirais, dans le bon sens du terme, des oppositions naturelles en République. Comment le Parti socialiste va gérer cela sur les prochaines semaines, les prochains mois? Voilà, ça reste toujours une interrogation. Stéphane Massé, là, vous croyez, finalement, on revient à l'ère du compromis, de la discussion, on sort de la conflictualité permanente, ou c'est une illusion ? C'est peut-être une bonne chose. J'ai envie de reformuler la question. Le gouvernement Bayrou peut-il réussir ? En formulant, doit-il réussir ? Et j'ai envie de répondre oui, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une instabilité permanente. On peut être raisonnablement optimiste par les positions qui ont été adoptées, par le Rassemblement national qui effectivement reste quoi, comme vous l'avez dit, et par le Parti socialiste qui pour l'instant ne souhaite pas voter la censure. Après, ce qu'on peut remarquer, on peut formuler beaucoup de critiques à l'égard de François Bayrou. Néanmoins, ce qui est à mettre à son crédit, c'est qu'on a quand même une certaine hauteur de vue, ce qui nous manquait quand même depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui a du fond et qui est, on lui reproche parfois, dans le temps long. Mais c'est peut-être pas plus mal que de céder à la précipitation, comme on a pu le voir précédemment. Et le temps long, ça peut être jusqu'en 2027 ou... Il faudra être très optimiste. Dominique Pocro, partagé, c'est plutôt optimiste, plutôt sceptique, plutôt réservé En voyant la situation politique, moi, ça me faisait penser à la 4e République. 24 gouvernements entre 47 et 58. Donc on n'en est qu'au 2e. Mais le président de la 4e, le premier, Vincent Auriol, disait, et certains seraient bien inspirés de le relire, c'est la loi de la démocratie, que les discussions soient libres, que les intérêts s'opposent, mais c'est l'intérêt de la République qu'ils s'établissent sur des points communs, une majorité, et que cette majorité soit stable, de même qu'il serait souhaitable pour le bien commun que les oppositions ne fussent pas seulement de mécontentement ou de démolition, suivez mon regard, mais de construction et d'apport d'idées à la majorité elle-même. Je trouve que cette formule résume parfaitement la situation actuelle. Les intérêts des uns et des autres ne sont pas vraiment les mêmes. Il y a l'intérêt de la France et il y a l'intérêt des candidats à la présidentielle. Laurence Corroy, comment vous regardez un peu ce décryptage, comment vous décryptez les discours politiques aujourd'hui qui sont surtout marqués parce que... Bon, j'ai employé l'expression, ça a été l'expression de François Bayrou, mais pas seulement de lui, la conflictualité permanente, l'invective. D'ailleurs, je précise, vous l'avez sans doute vu, il y a une étude qui vient de sortir, j'ai entendu sur France Info cette semaine, sur les discours qui ont été analysés à l'Assemblée nationale, où on s'aperçoit que ça relève plus de l'invective, de l'interruption de propos, que du débat de fond. Oui, j'ai lu cette étude, elle est très intéressante. Ça rejoint ce qu'on a tous observé de manière intuitive. C'est effectivement une montée de la violence, de l'invective, de la conflictualité à l'Assemblée nationale. Mais ce qui me semble intéressant sur le soutien ou non au gouvernement de Bayrou, ou en tout cas la non-censure, ce qui est un peu différent, c'est qu'on commence à voir une partition, ce qui n'était pas le cas pour le gouvernement Barnier, entre les partis qui se rêvent au pouvoir et qui pourraient potentiellement se réclamer du pouvoir, c'est-à-dire le Parti socialiste et éventuellement le Rassemblement national, et d'autres partis qui ne s'imaginent pas au pouvoir, en tout cas pas dans un avenir proche, et qui n'hésitent pas à voter la censure, parce que finalement, le conflit, d'une certaine manière, est plus dans leur ADN que la volonté de s'asseoir comme un parti qui peut gouverner. Donc on voit bien une partition. Combien de temps elle va durer ? On ne sait pas, mais toujours est-il que je pense que les partis comme le Parti socialiste sentent bien dans l'opinion aussi une usure
de cette conflictualité et de ce désordre. Ça, il y a une majorité effectivement de Français qui sont contre l'instabilité. Et oui, Même donc, s'ils ne sont pas satisfaits des... Voilà, c'est deux choses différentes. Donc à court terme, l'intérêt des partis, en tout cas de ceux qui peuvent prétendre ensuite à devenir des présidentiables, c'est quand même effectivement de ne pas voter le désordre. Donc, pas voter le désordre, et bon, le nerf de la guerre, enfin la décision essentielle en politique, hein, c'est le vote du budget. Le budget, François Bayrou avait dit qu'il pouvait être voté vers le 15 février. Là, il a été reporté au 1er mars. C'est reculé pour mieux sauter, Eric Arnaud Gérard? Oui, certainement. Hein, il y aura certainement besoin d'apporter un petit peu plus de confort aux députés qui n'auront pas voté cette fois-ci la censure. Après, c'est vrai qu'il faut rester quand même sur une logique globale. On a un budget qui est compliqué dans un environnement extrêmement tendu au niveau des taux d'intérêt pour les emprunts français. Hein, et ça coûte très très cher. Il faut rassurer l'extérieur, il faut rassurer l'intérieur, il faut trouver un compromis. Bon, après, le budget, je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est l'ensemble. Après, il faudra voir s'il y a des réformes possibles, mais il n'y aura pas de réformes possibles dans ce budget. Ce sera remis pour la suite. Stéphane Massé, là. On reste dans le temps long. Et pour rebondir sur ce que disait Dominique Pocrot, la différence avec la 4ème République, c'est que Emmanuel Macron n'est pas Vincent Auriol. Je pense que la position n'est pas la même. Sur le budget, on n'aura pas de réforme, effectivement, comme le disait Arnaud Gérard. Il ne faut pas s'attendre à cela. D'autant que dans le discours de politique générale, François Bayrou n'a cessé encore aujourd'hui, par des fuites dans la presse, de faire des cadeaux, entre guillemets, c'est-à-dire de laisser des dépenses publiques qui risquent d'augmenter. Donc, c'est contradictoire avec ce qui avait été annoncé. Mais finalement, est-ce que Stéphane Massé vient de faire allusion en disant Emmanuel Macron n'est pas Vincent Auriol, c'est pas la même position, pas la même stature peut-être, pas le même contexte, mais est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir tolérer longtemps un Premier ministre, finalement, qui l'a quand même, et pas seulement entre les lignes, critiqué lors de son discours de politique générale? Et quand il dit il n'y a pas de tabou sur la réforme des retraites, c'est quand même un uppercut quand même assez sévère, là, quand même. Oui, on revient peut-être à ce que le président préside et le gouvernement gouverne. Mais bon, ce n'est que de bonne politique aussi. La situation n'est pas celle qu'on est habitué à connaître. Pour faire quand François Bayrou parle de proportionnel, mais quasiment on l'a en ce moment à l'Assemblée, et on voit bien l'émiettement et l'absence de majorité absolue, mais au moins de majorité relative. Donc bon, non, il n'y a pas de... Moi, j'ai confiance dans François Bayrou et son gouvernement. Il a donné des signes. Alors, comme le dit Stéphane Massé, peut-il le dire le temps long? Ça, j'y crois pas vraiment. Mais au moins, passer le cap du budget, je le pense. C'est votre sentiment aussi, Laurence Corroy? J'espère qu'il passera le cap du budget, parce que sinon on repart sur une séquence quand même très compliquée pour tout le monde. Le vote du budget, il peut le passer, je pense. Maintenant, il y a des lignes de fracture sur la retraite qui vont être compliquées parce que il a des... Il y a retour vers les partenaires sociaux quand même, voilà. Avec une promesse d'une nouvelle loi si... Voilà, donc pas d'accord. Je pense que ça, c'est habile pour gagner du temps, parce qu'on était sur temps long, temps court. Je pense qu'effectivement, c'est une manœuvre habile pour permettre de nouveau des discussions. Voilà, après, ça sera compliqué de tenir jusqu'à 2027. Dans les mesures, là, Dominique Pocrot vient de, je crois, il a fait allusion, là, c'est effectivement, il y a la proportionnelle. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que les Français attendent un changement de mode de scrutin? Est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas, Arnaud Gérard? Si on était dans un autre contexte, oui, peut-être. Mais là, effectivement, on est déjà dans une proportionnelle difficilement gérable. Ce que je crois quand même, c'est qu'il peut y avoir aussi des divisions là-dessus. Et peut-être aussi, quand on réfléchit au soutien indirect apporté par les députés socialistes,
il peut y avoir aussi une fracture qui s'opère au sein des macronistes, des députés macronistes, puisque il y a quand même le début d'un renoncement à un certain nombre de choses qui ont été réalisées, que ce soit sur la fiscalité, sur la retraite. On avait bien vu les premières semaines du gouvernement Barnier. Et c'est peut-être pas neutre, cette évolution douce, lente, qui va perturber les choses. Stéphane Massé, ce qui vous paraît le plus important, c'est effectivement ces renoncements et les conséquences de ces renoncements ou le débat sur le changement du mode de scrutin. Il ne faut pas perdre de vue que la proportionnelle est promise depuis des années, et à chaque fois et encore actuellement pour tenter de contenir et pour faire plaisir au Rassemblement national. Et d'ailleurs, dans les années 80, lorsqu'elle a été mise en place, c'était aussi un moyen de freiner en quelque sorte la poussée de la droite républicaine à l'époque. Ça, c'est en 86, en sentant que l'alternance est arrivée, effectivement... Mitterrand avait poussé à la proportionnelle. Donc, c'est toujours un calcul politique, cette proportionnelle. Moi, je pense que c'est une bonne chose, effectivement. On le voit dans d'autres pays, où la proportionnelle est mise en place et où on s'y habitue, où on a une véritable coalition, là, une véritable négociation qui doit se faire. Mais actuellement, on sent bien que c'est pour d'autres raisons qu'on promet la proportionnelle à chaque fois. Sera-t-elle mise en place, d'ailleurs? Ça, c'est autre chose. Et les avantages, est-ce qu'il n'y a pas aussi un inconvénient, vous qui regardez les discours, les rapports entre les citoyens et la politique, est-ce que ça risque pas d'éloigner, Laurence Corroy, les citoyens encore davantage de la politique avec la proportionnelle, parce que c'est le règne des partis, des députés. C'est compliqué la proportionnelle parce que en fait, la plupart des citoyens se disent plutôt favorables pour la proportionnelle, parce que justement, ils auront l'impression que leur vote est davantage pris en compte. Mais est-ce qu'ils savent de quelle proportionnelle ils parlent? Mais voilà, toute la difficulté, c'est de voir comment ça s'organise et ça s'instrumentalise ensuite à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, pour ce qu'on en voit aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué quand il n'y a pas de majorité nette. Alors, c'est sûr que François Bayrou, l'avantage qu'il a quand il parle de proportionnel, c'est que ça fait très longtemps qu'il dit qu'il est favorable à la proportionnelle. Donc au moins, on peut, même si on peut estimer qu'il y a des calculs politiques vis-à-vis de certains partis et que ça arrangerait bien une proportionnelle totale, n'empêche qu'au moins, il a cette cohérence-là de la réclamer depuis très longtemps. Dominique Pocro, là, vous êtes... Je faisais appel à ma mémoire. Je l'ai bien connu en 86, la proportionnelle. C'est le règne absolu des partis. C'est le règne absolu des partis. Et c'est illusoire de penser que les citoyens verront, si, leur vote reconnu, mais pas forcément leur candidat. On sait bien qui fait les listes à ce moment-là. Et puis, effectivement, de quelle proportionnelle parle-t-on? D'une proportionnelle départementale, d'une proportionnelle nationale? Proportionnelle régionale aussi, certains. Ou régionale aussi. Régionale. On a vu la proportionnelle aux européennes. Voilà. Oui, qui a changé plusieurs fois d'ailleurs. Il y avait des grandes circonscriptions pour les européennes. Exactement. Et maintenant, on a des circonscriptions nationales. Ceci dit, vous avez raison, c'est une idée à Bayrou de très longue date. Il a au moins une fidélité dans son programme. C'est déjà pas mal pour un Premier ministre. Mais est-ce qu'il y a... Bon, je vais parler des inconvénients de la proportionnelle, mais est-ce qu'elle ne peut pas avoir un mérite? C'est-à-dire permettre des coalitions, ou des compromis, sans que ce soit des compromissions? Il y a peut-être un mérite dans l'idée de la proportionnelle, c'est de faire durer le gouvernement pour calmer certaines intentions. C'est peut-être aussi ça, on voit sur la retraite, la méthodologie employée, c'est peut-être la même chose. Après, c'est vrai que il y a besoin d'une majorité. Alors, est-ce que c'est une union de différents partis? Est-ce que les choses vont bouger? Je serais partisan peut-être d'une proportionnelle régionale, mais nationale, c'est un peu compliqué. Il a même été question aussi d'une proportionnelle en fonction de la taille des départements, comme pour les sénatoriales. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais je crois que c'est au-dessus de 3 sénateurs. C'est le scrutin de liste qui s'applique. Ça peut être une voie aussi
médiane, Stéphane Massé? Tout est envisageable, et puis la crainte de la proportionnelle pour repartir sur 1986, elle a été mise en place, proportionnelle intégrale. On n'a pas eu la catastrophe non plus qui était annoncée. Et ça force dans d'autres pays européens qui ont peut-être une autre culture, effectivement, à négocier, où au-delà des partis, sur des programmes. C'est-à-dire qu'on se met d'abord d'accord sur un programme, la coalition se met d'accord sur un programme, avant éventuellement, effectivement, de faire une proposition de gouvernement. Bon, pourquoi pas? Bien, on va peut-être pas rentrer davantage dans les détails techniques, parce qu'on pourrait faire 1 heure d'émission sur la proportionnelle. Je ne suis pas sûr que c'est le sujet qui passionne prioritairement nos auditeurs, mais par contre, une des préoccupations des Français, on va l'aborder tout de suite avec la question sur le système de santé. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Le système de santé français est malade, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Attendez, c'est un titre qu'on voit dans la presse, qu'on entend à la télé depuis des années. Est-ce qu'il ne montre pas à nouveau ses faiblesses aujourd'hui, faute de vraie mobilisation de l'État, alors que la grippe a entamé une offensive aussi exceptionnellement précoce que vigoureuse? Près d'une centaine d'hôpitaux, entre 90 et 100 hôpitaux sont en plan dit blanc. Les urgences sont débordées, encore plus débordées que d'habitude. Est-ce qu'on ne va pas revivre les affres connues pendant les années Covid? Mais évidemment, on ne va pas aborder seulement la question des hôpitaux, mais des déserts médicaux. Mais déjà sur les hôpitaux aujourd'hui, est-ce que c'est pas en train de craquer de partout, Laurence Corroy? Oui, forcément, puisque même pendant la période Covid, on a continué de fermer des lits. Donc, on continue une logique économique, ce qu'on peut comprendre au vu des finances. Mais enfin, cette logique économique, elle se heurte frontalement avec la logique des épidémies qui fait qu'à un moment donné, effectivement, ça craque. Alors, j'en profite pour saluer quand même tous les médecins, les soignants qui sont sur le pont, parce qu'on leur en demande beaucoup depuis des années. Et je crois qu'ils doivent être assez fatigués de voir que finalement les choses ne s'améliorent pas. Dominique Pocro. Avant de parler du système de santé, puisqu'on parle de la grippe, moi ce qui me scandalise, c'est qu'il y a un vaccin et que le taux de vaccination est quand même assez faible. Et je crois que c'est là où il faut porter les efforts, parce que si effectivement on a une centaine de plans blancs dans les hôpitaux, c'est bien parce qu'il y a des malades que l'on pourrait éviter en grande partie. Je crois que là, il y a un vrai sujet d'actualité, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, effectivement, sur le système de santé, sa capacité à moins fermer de lits, à accueillir davantage, d'avoir davantage de personnel, etc. Mais d'abord, quand on voit 47% seulement de taux de vaccination contre la grippe dans la patrie de Pasteur, moi, ça m'interroge quand même. 78% des patients qui sont admis aux urgences ou en réanimation, pour être plus précis, n'étaient pas vaccinés. Merci. Oui. Arnaud Gérard. Oui, la politique de prévention est importante et on a l'autre sujet, c'est le nombre de lits. On a l'impression, et ça c'est quelque chose qui est ancré aussi dans les opinions publiques, c'est que les choses ne bougent pas véritablement. On a eu une crise sanitaire aiguë qui a coûté terriblement cher. On n'a pas fait des ajustements de budget dans le bon sens pour permettre aussi aux hôpitaux publics d'assumer leurs charges. C'est en flux tendu. Il y a des plans blancs, il y a des hôpitaux en tension aussi. Donc tout cet ensemble montre qu'on est dans les limites, encore une fois. Et quand vous évoquez les fermetures de lits, même avant la grippe, cet été, il y a eu de nombreuses fermetures de lits, des services d'urgence qui ont fermé. Est-ce qu'on peut encore compter sur les hôpitaux, Stéphane Massé? C'est une question récurrente, vous l'avez rappelé. Alors, on parle de la grippe. Pour ouvrir une parenthèse, comment un pays comme la France n'est pas capable de faire face à une épidémie de grippe? On a l'impression là qu'on fait face à encore une catastrophe, une nouvelle peste qui nous tombe dessus. C'est quand même inquiétant. Alors, le système de santé, ça a été rappelé, n'est pas que l'hôpital public. Ça, c'est une chose. Mais on a un système qui est actuellement en dessous de tout. Mais ça va avec les autres services publics, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation nationale ou autre. Alors, hospitalisation n'est pas forcément réanimation, heureusement. Mais je me souviens, où sont les 12 000 lits promis par le président de la République de réanimation en avril 2021? On continue à fermer des lits et pas seulement en réanimation.
Alors je sais, bon, il y a la prévention, etc. Mais et il y a l'ambulatoire là, qui peut expliquer. il y a l'ambulatoire, il y a aussi la médecine de ville, il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, de manière peut-être prosaïque, mais comment un pays comme la France, qui reste 5e ou 6e puissance mondiale, n'est quasiment pas foutu de faire face à une épidémie de grippe? Je veux dire, on est là encore à une catastrophe. Moi, je trouve ça quand même inquiétant, quoi. Vous évoquez la médecine de ville, il n'y a pas seulement la médecine de ville, j'allais dire. Il y a, et d'ailleurs, qui se désertifie, il y a la médecine de campagne. Là, c'est le grand désert médical. Il faut mieux habiter à Nancy ou proche de Nancy qu'à Badonvillers là, pour se faire soigner, pour être tout à fait clair. Là. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème et des solutions qu'on n'arrive pas à trouver ou à avoir le courage de les mettre en place, j'allais dire, comme l'imposition des installations des jeunes médecins là. Laurence Corroy. Alors, pour qu'ils puissent s'installer, il faudrait déjà qu'ils existent. Moi, je voudrais quand même alerter sur le fait qu'on continue, c'est pour moi incompréhensible, à faire des concours extrêmement durs pour nos étudiants, extrêmement sélectifs, et ce qui fait qu'on n'a pas assez de médecins, et qu'on le sait, et on continue chaque année à imposer des concours qui sont quand même beaucoup fait sur les maths et la physique, alors c'est très bien, mais enfin, ça laisse quand même sur le bord de la route beaucoup de candidats qui feraient sans doute d'excellents médecins. Et donc, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas inverser la tendance, parce que vraiment, c'est ubuesque quand on commence à s'y intéresser. Dominique Pocro, je voyais réagir quand je parlais d'obliger les jeunes médecins à s'installer. Oui, il y a deux choses que je veux dire. La première, effectivement, on parle des médecins, mais je crois qu'il faudrait aussi qu'on parle des soignants, en règle générale, des infirmiers, des aides-soignantes, des infirmières. Je pense qu'il y a une revalorisation à entreprendre globalement de ces métiers. J'ai eu une intervention chirurgicale il n'y a pas très longtemps. Les infirmiers de Meurthe-et-Moselle ou les infirmières vont au Luxembourg. Mieux payés, mieux rémunérés, malgré la fatigue des transports et les difficultés qu'on connaît. C'est un vrai problème. Maintenant, il y a aussi, j'ai pas de chance non plus, mon médecin traitant part en retraite au mois de décembre. Eh bien, les nouveaux médecins installés, j'en ai retrouvé un, j'ai eu cette chance, déboussolent complètement les patients. Alors, pas moi, parce que j'ai encore la chance d'avoir mes neurones bien en place, mais un patient un peu âgé est déboussolé, d'être reçu par quelqu'un qui lui prend l'attention, qui lui regarde son dossier, qui fait toute la paperasse. Et le médecin le regarde pendant un quart d'heure et lui dit voilà ce qui ne va pas et je vous fais l'ordonnance. Passez voir ma secrétaire ou ma collaboratrice. Et là aussi, il y a un vrai problème. Les médecins, vous en parliez, il n'y a pas que l'hospitalisation. La médecine de ville, elle est en train de vivre une évolution. Je dirais même une révolution par rapport à ce que j'ai connu, ou le médecin de famille qui se déplaçait même à 21h pour venir voir le petit dernier. C'est terminé tout ça. Donc, il faut aussi qu'on adopte ça avec les maisons de santé, un certain nombre de choses. Et des communes l'ont fait, elles le font. Sauf que les maisons de santé, ce n'est pas toujours la solution idéale. On sent qu'on trouve plus facilement des infirmiers, des kinés. Pour trouver des médecins, c'est un peu plus compliqué. Arnaud Jarrat ? Oui, il y a la formation des professions médicales est en question, le nombre aussi. Il y a eu une accumulation d'erreurs sur les dernières décennies et on en paye très très cher aujourd'hui cette situation. Après, c'est vrai que la solution des maisons médicalisées est importante. C'est une première réponse parce que ça permet de créer des activités localement. Il faut voir qu'on est à Nancy, ça va encore, mais parler à des Vosgiens ou à des Meusiens quand il y a des problèmes de santé, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on a en plus de ça un certain nombre de spécialités qui disparaissent ou qui sont incroyablement difficile à atteindre, et on a un vieillissement de la population. Donc il y a tout qui s'accumule effectivement et qui nécessiterait naturellement une réforme de fond. Il y a aussi le problème économique, on le voit bien, avec des disparités très importantes au niveau des revenus des professions médicales. Il y a sans doute une piste à creuser, il y a sans doute aussi des choses à modifier dans la valeur d'un acte. Il y a peut-être une notion économique d'amortissement de matériel, etc. à introduire au niveau de la gestion de la santé publique. Donc, est-ce que la solution d'avenir, c'est
l'obligation d'installation des jeunes médecins dans les déserts médicaux pendant quelques années, ou si ça peut être aussi ce qu'on appelle l'e-santé aujourd'hui, la téléconsultation, comme essaye de le développer, notamment la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, qui sont dans un GIP commun pour essayer de progresser dans ce domaine. Oui, c'est certain qu'il y a besoin d'introduire les technologies. On le voit bien, on envoie une photo, on peut envoyer un certain nombre d'éléments qui sont ensuite qui peuvent être analysés, il faut utiliser. Après, effectivement, il y aura besoin d'un contact. Je ne suis pas tellement favorable à ce qu'on oblige les jeunes médecins à s'installer à un endroit. Éventuellement, dans le cursus, et déjà ça existe dans le cursus, un certain nombre d'obligations de faire des stages dans les hôpitaux. Là, ça peut être amélioré, ça peut être encore plus décentralisé. Mais après, le risque, c'est qu'on n'ait plus de candidats. Ça existe dans d'autres métiers, on le voit dans l'éducation nationale ou autre, et ça pose problème. Stéphane Massé. Je partage cet avis. La technologie doit être une aide, effectivement, pour le médecin, mais ne remplacera pas le médecin. De là à contraindre ensuite pour des installations, on a vu ce que ça a donné dans d'autres professions. Je ne pense pas que ça soit... Ça peut avoir l'effet inverse, effectivement, d'une baisse des vocations. Mais le problème, il est depuis des années. C'est pas récent qu'on manque de médecins, de médecins de généralistes, de cardiologues, de dermatologues, pour prendre un rendez-vous, même dans des régions comme Nancy. Je veux dire, vous avez quand même plusieurs mois d'attente. Et on a, ce que disait Laurence Gourroy, on a toujours les mêmes solutions. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On a toujours ce concours hyper sélectif, avec effectivement une sélection sur les matières dites scientifiques qui n'ont rien à voir. Je veux dire, un littéraire peut avoir les mêmes compétences après sur un plan médical. Je ne sais pas pourquoi cette sélection par les maths ou par la physique est quelque chose... À vous entendre, le numerus clausus, c'est toujours le même, quoi. Il y a eu une réforme, mais c'était... officiellement, il a été arrêté. Réforme cosmétique. Quand on regarde... Mais dans la pratique, c'est la même chose. Parlons d'incitation plutôt que d'obligation. Oui, ce qui se pratique déjà, puisqu'il y a des communes qui proposent d'offrir et ça le cabinet. Parfois. Il y a des médecins eux-mêmes qui remettent gratuitement leur cabinet et qui ne trouvent pas. Non. J'ai vu un exemple récemment en Haute-Saône, dans le nord de la Haute-Saône, où le médecin a plus de 70 ans est arrêté, et personne ne veut reprendre. Et c'est comme les maisons de santé, effectivement, c'est une bonne idée, mais encore faut-il trouver des médecins à mettre dedans. C'est comme la création des lits. Il ne suffit pas de créer des lits, il faut aussi qu'il y ait des médecins qui aillent... Voilà, on revient au point de départ, quoi. Il y a eu un reportage récemment sur une des chaînes de télé, je crois que c'était France 2, qui a montré que la région, je crois, Occitanie, va démarcher des jeunes Français qui sont partis étudier en Roumanie. Et qui leur font signer des contrats qui leur proposent, des contrats alléchants pour venir s'installer au moins 1 an ou 2 ans. Oui, commence. On marche quand même sur la tête parce que ça veut dire que des étudiants qui n'ont pas réussi à atteindre le niveau qu'il fallait du concours français, qui est extrêmement difficile, partent en Roumanie faire des études en français. Maintenant, les études sont en français à 15 000 € l'année pour ensuite revenir... Enfin, franchement, ça paraît quand même très, très étonnant, ce système. Alors, cela dit, en Lorraine, on a le taux de jeunes médecins qui s'installent le plus. Les Lorrains aiment rester en Lorraine. Bon, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On va terminer sur le chapitre avec cette bonne nouvelle. Le troisième thème que je souhaitais aborder dans l'émission, c'est « Faut-il quitter Twitter ?» Le patron de Twitter, que tout le monde connaît aujourd'hui, Elon Musk, a été l'un des principaux financeurs de la campagne de Trump. Je rappelle qu'il a versé 100 millions de dollars pour la campagne du futur président qui sera installé lundi. Et il va devenir d'ailleurs ministre, entre guillemets, on ne connaît pas le terme exact, de l'efficacité gouvernementale ce 20 janvier. Il s'affiche ouvertement comme le soutien de l'AfD, le parti néo-nazi allemand. Et va même jusqu'à publier une tribune dans Die Welt pour dire tout le bien qu'il pense de ce parti d'extrême droite. L'homme, c'est le plus riche du monde d'ailleurs. J'ai vu qu'il allait être invité au sommet sur l'intelligence artificielle qui va se tenir dans quelques jours à Paris, ce qui peut paraître quand même assez surprenant de la part de la France. Il est donc le patron de Twitter. Dès qu'il a racheté Twitter, il a viré, il n'y a pas d'autre terme, je crois, remercier... tous les modérateurs, tous les services de régulation. Maintenant, on peut même
propager des fake news en toute liberté. Pas sûr que ça dure très longtemps, parce que j'ai vu que Twitter, lors du rachat en 2022, comptait encore 300 millions d'utilisateurs. Il n'en compte plus que 160 millions, et ses revenus publicitaires ont diminué de moitié. Laurence Corroy, je vais commencer par vous, c'est vous la spécialiste du domaine. Est-ce qu'il faut quitter Twitter ou quand même résister et occuper le terrain ? Alors personnellement, je serais plutôt pour quitter Twitter. Honnêtement, c'est difficile d'y rester. L'Université de Lorraine va, pas que symboliquement d'une certaine manière, mais quitter Twitter le 20 janvier. Tous les comptes vont être désactivés. Ce qui ne veut pas dire que les chercheurs à titre individuel peuvent ne pas rester sur Twitter, mais ça devient leur compte personnel. Mais je suis assez favorable à ce positionnement, parce que vraiment les propos qu'il tient sont quand même insupportables, antidémocratiques, et j'en passe. Dominique Pocro. Machine de propagande pour l'extrême droite, on quitte. On ne lutte pas à armes égales. Donc l'idée que rester à l'intérieur permettrait encore de pouvoir essayer d'avoir un contre-pouvoir, justement, non, c'est terminé. On le voit bien, vous venez de le rappeler, il soutient l'AfD en Allemagne, il va soutenir sans aucun doute l'extrême droite en France avec force et vivacité, et il a soutenu Trump comme c'est pas permis. Bon, les jeux sont faits. Oui. Stéphane Massé, là, les algorithmes sont plus forts que les hommes. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Rester sur X, et non plus Twitter, n'est pas cautionner les propos d'Elon Musk. Donc, est-ce qu'il faut quitter X ? Non, on a eu des tentatives il y a quelques mois. On avait créé Blue Sky, je crois, qui a été un échec total, qui n'a strictement... échec total, vous êtes dur, là, parce qu'il commence à avoir quand même pas mal de migration de Twitter vers Blue Sky. Alors, échec relatif, on va dire. Non, moi, je renverrai à la tribune de Raphaël Dohan dans le Figaro d'aujourd'hui, qui effectivement dit si l'Europe, parce qu'on parle d'interdire aussi Twitter, si l'Europe n'a pas d'autre solution que d'interdire, de censurer, de critiquer, voilà... Laissons faire, voilà, chacun est libre. Personne, il y a une ligne éditoriale dans X par les algorithmes, mais personne n'est obligé de cautionner ses propos, personne n'est obligé de les liker, personne n'est obligé de les consulter. C'est un canal comme un autre. Vous avez la même chose avec Facebook, qu'on critique beaucoup Meta par les déclarations de Zuckerberg. Mais qui s'est aligné quand même sur les positions de Trump. Qui s'est aligné, mais alors on s'est arrêté là. Mais il a dit autre chose. Dans sa déclaration, il a précisé quand même toutes les menaces, intimidations et pressions qu'il avait subies aussi de la part, alors c'était pas Trump, c'était l'administration Biden, pour censurer des positions qui étaient jugées minoritaires en matière de Covid, mais aussi sur l'affaire du fils Biden liée à l'Ukraine. Donc là, c'est là où on voit qu'il y a quand même aussi un parti pris, c'est que quand c'est ce qu'on peut qualifier parfois de bien-pensant, il ne faut rien dire parce que c'est pour la bonne cause. Et puis en revanche, parce que c'est Trump ou Musk, là, effectivement, on sort l'artillerie lourde. Moi, je suis pour la liberté d'expression qu'on laisse Arnaud faire. Gérard, quel est votre choix ? Vous qui êtes présent aussi sur Twitter, allez-vous y rester ? Oui, a priori, pour moi, je resterai. Je rejoins. Je dis sur Twitter, sur X, j'ai du mal à passer. La liberté, il y a une information, c'est vrai que il faut faire attention, mais je dirais il faudrait peut-être aussi élargir la question à l'ensemble des plateformes. L'Union européenne a désigné une vingtaine de plateformes qui devaient être surveillées. Moi, j'attends beaucoup que l'on passe des actes à la réalisation, enfin des propos plutôt aux actes, et qu'on enchaîne aussi des poursuites en cas de problème. On le voit sur TikTok avec l'influence en Roumanie. L'Union européenne a ouvert une enquête. Alors c'est très soft. C'est la première mesure est de conserver par TikTok l'ensemble des bases de données qui auraient pu servir à influencer l'élection roumaine. Mais je pense qu'il faut avoir une réponse européenne. On n'a pas effectivement de réseau. Je crois que sur les plateformes, il y a une vingtaine de plateformes surveillées par l'Union européenne. Il y en a une seule, c'est une plateforme commerciale. Sinon, tout le reste est américain ou asiatique.
Donc il faut que l'Europe soit beaucoup plus présente dans la réglementation et par rapport à ce qu'elle a déjà dit, qui est à l'opposé de ce que souhaitent les Américains, en tous les cas le pouvoir américain qui arrive. Laurence Corot, est-ce que l'Europe sera suffisamment forte aussi pour résister aux Américains? Et quels sont les outils juridiques dont elle dispose réellement C'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand on brandit la liberté d'expression, on peut être que d'accord avec vous et de dire que effectivement, chacun a le droit de s'exprimer. Le problème, c'est que ce n'est pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression retravaillée par des algorithmes qui font que ce sont les propos les plus haineux, les plus extrêmes, qui viralement vont être repris et mis en valeur. C'est ça le problème. D'autre part, les fake news sont mis au même rang. Donc ça veut dire qu'on peut aussi propager volontairement des fausses rumeurs. Est-ce que l'Europe est suffisamment forte ? C'est difficile d'y répondre dans la mesure où elle ne tire sa force que du consensus. Si les pays européens arrivent à se mettre d'accord, alors oui, ils peuvent être très forts. Oui, mais on doute fort que la Hongrie suive la position de Mme von der Leyen, Dominique Pocrot. Moi, je me suis fait une religion. La prise de pouvoir des réseaux sociaux et surtout, c'est l'immédiateté de l'information et on arrive au populisme si on fait une transition vers le politique. Et 2027 n'est pas loin. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de populisme, effectivement, avec l'ensemble des réseaux sociaux et une absence de régulation? Là, c'est très clair sur Twitter, sur X. Ça risque de le devenir sur Facebook, là, Stéphane Massé. Oui, mais on en revient à ce que disait, ce que je cite tout à l'heure, la tribune de Raphaël Dehaene dans le Figaro d'aujourd'hui. C'est-à-dire, proposons autre chose à ce moment-là plutôt que de censurer. Et puis faisons confiance aussi à l'intelligence des utilisateurs. Est-ce que réguler, c'est censurer ? Interdire, oui. J'aime pas trop dire, bon, il y a des fake news, les gens seront trop bêtes pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on leur fait pas confiance et parce qu'on a connu ça dans d'autres régimes, pour le bien du peuple, on va donner les fake news, oui, mais qui va dire si c'est une fake news ou pas? Est-ce qu'on a alors on a eu les fact-checkers, qu'on a supprimé aussi, sur X, sur Facebook, effectivement. On a eu les fact-checkers du monde aussi. Vous avez un petit groupe de soi-disant spécialistes qui savaient tout sur tout. C'est-à-dire qui vous disaient en fait ce qu'il fallait penser, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Et sur la Roumanie, moi j'étais quand même effaré de voir qu'on remet en cause une élection parce que les électeurs auraient été influencés par des vidéos TikTok. Ça me paraît quand même un peu gros, je veux dire. Est-ce que ça paraît aussi gros est-ce que je vous interromps? Mais quand on voit qu'aux États-Unis, plus de la moitié des Américains s'informent via Facebook. Et s'informent, je devrais mettre des guillemets, s'appuie sur Facebook, donc avec des informations pas forcément sourcées, pas forcément vérifiées ou vérifiables, et avec un risque aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors faisons un suffrage censitaire, où on donnera le droit de vote uniquement à ceux qui seront bien informés et qui penseront bien. C'est le risque. Ouais. Arnaud Gérard. La question, c'est aussi les choix personnels. Il est bien évident que un des gros problèmes des plateformes, c'est cette notion je vais chercher ce que j'ai envie de lire, de voir, et non pas ce qui m'interpelle, ce qui peut être un argument d'opposition. Ça, c'est effectivement compliqué par les algorithmes, mais je crois encore une fois qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne. Je la trouve très faible, très lente, surtout. On a l'exemple des plateformes, par exemple, commerciales chinoises, Shein, dont Christophe Castaner est devenu un conseiller émérite, est ému. Ce sont, paraît-il, ces deux chaînes sont devenues en 5 ans les premiers clients de la Poste française au niveau des colis. Elles font 22% de l'activité colis de la Poste, alors qu'elles étaient à 5% il y a 5 ans. Tout ça a été vu. Tout ça a été... On sait ce que ces chaînes vendaient et on arrive à cette situation où les États interrogent l'Union européenne, demandent une action et on est encore dans les débats, dans les discussions. Là, il y a un problème. Il y a un problème qui est inquiétant par rapport à la liberté, en tous les cas sur les réseaux sociaux informatifs ou d'échange. Et à défaut, si l'Europe ne va pas assez vite, selon vos voeux, est-ce que ce n'est pas le rôle des États de prendre leurs responsabilités, éventuellement, que ça ne peut pas être un débat au Parlement et le choix d'une législation nationale?
Ça devrait l'être. Alors après, dans le système européen, le contrôle qui est fait des plateformes est réalisé par les pays où se trouvent les sièges sociaux. Donc on a Malte, l'Irlande, le Luxembourg, etc. Mais là, ou les Pays-Bas. Donc on a besoin d'avoir aussi quelque chose qui soit véritablement sérieux et qui soit sans conflit d'intérêts. Laurence Corroy, là, vous pensez que ça peut être un débat à traiter nationalement ou si c'est vraiment au niveau européen que les choses doivent avancer, même s'il y a déjà des avancées, il y a quand même des réflexions, il y a quand même des projets qui sont en route. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, surtout. Et effectivement, les États peuvent aussi, à un moment donné, imposer quand même une réglementation nationale quand justement un certain nombre de choses contredisent clairement à la loi. Je pense à des injures, du racisme, l'appel à la haine, etc. Mais ce qui me semble finalement être le moyen le plus fiable et qui permettrait de dépasser tous les antagonismes serait quand même que les citoyens, effectivement, soient bien éduqués à l'éducation média et à l'information pour qu'ils puissent choisir leur réseau eux-mêmes, effectivement, et faire preuve de leur propre intelligence et leur propre clairvoyance. Enfin, quand même, ne soyons pas naïfs, malgré tout, avec la manière dont les algorithmes sont faits pour attiser la haine. Ça, c'est sûr. Donc justement, est-ce qu'il y a vraiment à l'école, vous qui êtes enseignante, je veux dire, de l'école primaire jusqu'à l'université, vraiment une éducation aux médias aujourd'hui, même si c'est un sujet qui a été pris officiellement en main par l'éducation nationale il y a quasiment plus de 15 ans, avec un rapport de l'inspection générale en disant qu'il faut faire l'éducation aux médias. On a l'impression qu'aujourd'hui, soit que ça se banalise ou c'est considéré comme accessoire, parce que j'entends des enseignants dire qu'il faut faire l'éducation aux médias, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, et quand est-ce qu'on apprend le reste ? Vous avez très bien résumé. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Le problème, c'est qu'on manque de moyens humains, ce qui fait qu'on demande à des enseignants qui ont eux-mêmes des charges disciplinaires importantes de s'occuper de cela aussi, alors qu'en fait, pour qu'on ait une éducation média et à l'information intégrée du CP à l'université, il faut des gens dédiés, des heures dédiées. Et pour l'instant, ça, on ne l'a pas. Il faut que l'éducation média devienne une discipline ou pas ? Oui, depuis le départ, je le pense. Oui. Partagez ce point de vue autour de la table, ou si ça doit être une discipline transversale ? Évidemment. La liberté de conscience doit être tout à fait sur l'ensemble des disciplines. Et on éviterait aussi par ailleurs un certain nombre de problèmes avec la laïcité, par exemple. Stéphane Massé là. Ah oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord sur le fait que ça devienne une discipline, donc que ce soit transversal, là, parce que là, il peut y avoir débat. L'un n'empêche pas l'autre non plus. Oui. mais on a effectivement, comme disait Laurence Corroy, un manque de moyens et de personnel pour le faire. Arnaud Gérard. Oui, et ça peut se faire, je dirais, aussi par vidéo. On peut aussi utiliser les moyens de communication pour échanger et développer ça au niveau des collèges et des lycées assez facilement. Mais c'est très important, surtout avec l'apparition de l'intelligence artificielle qui modifie à une vitesse grand V beaucoup de choses. Eh bien, nous allons nous diriger là, tout doucement vers la fin de l'émission et je vais vous demander là, votre note de lecture habituelle. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Je commence par vous, Laurence. Je préciserai peut-être, je reviens un instant sur X. J'avais découvert, sur le magazine 01.net, que se retirer de X pouvait présenter un risque. C'est sur la page support de X, une fois votre compte supprimé, lorsque la fenêtre de désactivation est terminée, votre nom d'utilisateur devient disponible pour la création de votre compte Twitter. Et Musk a décidé que ça lui appartenait. Donc attention au piratage, aux usurpations d'identité. Je reviens aux notes de lecture. Je vais commencer par vous, Laurence Corroy. Qu'est-ce que vous avez proposé aujourd'hui comme lecture Alors, je propose une lecture qui finalement est assez, d'une certaine manière, répond un petit peu en écho à nos discussions, nos dernières discussions aujourd'hui. C'est un ouvrage d'Aurélie Jean,
Le titre de l'ouvrage s'appelle « Le code a changé. Amour et sexualité au temps des algorithmes ». Et justement, c'est une chercheuse qui explique comment les algorithmes façonnent non seulement notre vision de l'information, mais aussi la perception qu'on a de l'intime, de l'amour, de la sexualité. Bref, c'est très intéressant. Arnaud Gérard. Alors moi j'ai un petit livre, c'est dans la collection Tracts Gallimard, c'est Vues du Liban par Anthony Sanrami. C'est un rédacteur de L'Orient le Jour, c'est un francophone. Le principal journal, le journal de référence. Au Liban. Et c'est intéressant parce que ça a été fait un tout petit peu avant naturellement les tout derniers événements du Liban. Mais ça donne quand même une vision des choses sur le Proche-Orient qu'on n'a pas toujours, avec une expression qui est mesurée, qui est responsable et qui montre bien à la fois l'histoire et aussi quelques éléments du futur. Et on peut conseiller d'ailleurs la collection qui commence à se faire connaître des Tracts Gallimard, où il y a effectivement des écrits assez forts, avec des points de vue très, très différents. Stéphane Massé, quel est votre choix du jour ? C'est vrai que le hasard fait bien les choses, parce qu'on a parlé de Gaza tout à l'heure, ce qui n'était pas prévu. Moi, j'avais rapporté le bouquin de Gilles Kepel, Le bouleversement du monde, donc l'après 7 octobre, qui est une mine d'informations, en fait. Alors, avec une lecture qui n'est pas forcément objective, parce qu'il y a tous une subjectivité par rapport à ce sujet, mais où on voit un peu le cheminement depuis des années, depuis notamment la création d'Israël, un peu de voir cette évolution et ce bouleversement du monde sur le plan diplomatique et géopolitique. Et il faut préciser que Gilles Kepel, ce n'est pas un tautologue, mais un vrai spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient, là. Dominique Pocro. Je ne vais pas vous surprendre, Philippe, mais je vais être un peu plus léger. Moi, j'ai consacré mes vacances à la lecture d'un bouquin qui s'appelle justement Le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit de François-Xavier Testuche et Robert Laffont. Étonnant. Étonnant, hein. C'est un florilège complet et jubilatoire. Les traits d'esprit, les saillies, les épigrammes et autres vacheries. J'en ai juste retenu une et je l'ai pris à l'étranger pour ne froisser personne en France. Churchill à propos de son successeur Clément Attlee. Un taxi vide approche du 10 Downing Street. Clément Attlee en descend. Bon. Alors, j'ai choisi la plus sérieux. J'ai sorti un vieil ouvrage que j'ai trouvé à la bibliothèque municipale, la médiathèque, qui est une mine d'or à Nancy. C'est lié à l'actualité outre-Atlantique et en France. Avec les 10 ans de Charlie, ça m'a poussé à m'y replonger. C'est de la démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville, dont la première édition, je rappelle, remonte à 1835. J'ai mentionné la médiathèque de Nancy où il est disponible, et je crois qu'il y a aussi la médiathèque de Vendôme, parce que je ne suis pas sûr qu'on le trouve encore dans toutes les librairies et qu'il était réédité. Mais j'ai lu là les 2 pavés où je les ai parcourus, parce que je n'ai pas lu en intégralité, j'ai regardé plutôt les chapitres qui m'intéressaient, ça cite très bien d'ailleurs, l'édition historico-critique, revue et augmentée d'Eduardo Nola. Donc c'est 2 tomes, et je trouve que le regard tocquevillien reste d'une actualité brûlante. Je ne résiste pas. Pour terminer, par une petite citation, puisqu'il nous reste quelques minutes, « La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont donc 2 choses entièrement corrélatives. La censure et le vote universel sont au contraire 2 choses qui se contredisent et ne peuvent se rencontrer longtemps dans les institutions politiques d'un même peuple. » 1835. Il y a quand même des écrits qui vieillissent bien. Merci à tous les 4 pour ce moment de débat fructueux, où on a pu gérer en toute courtoisie les antagonismes, les positions différentes, de façon respectueuse, comme on les aime. À bientôt. Vous pouvez retrouver l'émission aussi en podcast et sur YouTube. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org